merci beaucoup. Grégoire Mercier, moi je suis cofondateur de CanopyMed, qui est une start-up qui développe des DM médicaux. Si vous avez compris ce que fait Previa, et je pense que c'était très clair, notre approche technologique c'est la même chose. On va chercher des données qui sont dans le dossier patient, on en produit un score de risque et une recommandation pour les médecins. Par contre, on ne travaille pas du tout sur le risque vital aigu, on travaille sur le parcours de soins à moyen terme dans les maladies chroniques. Typiquement, un patient insuffisant cardiaque, le sujet c'est est-ce qu'il est à risque de revenir à l'hôpital dans les 3 mois. Donc on développe cette approche et je suis aussi au CHU de Montpellier responsable de l'équipe de sciences de données de santé et CanopyMed est une spin-off du CHU, mais ça j'en dirai plus tout à l'heure. Merci Grégoire. Bonjour à tous, ravi d'être présent aujourd'hui. Donc Sylvain Françoise Dalmas, je suis cofondateur de plusieurs sociétés qui ont fait des modèles d'intelligence artificielle en santé. Et aujourd'hui, je me présente devant vous en tant que président de Alia Santé. Alia Santé a pour ambition de devenir le pionnier de la génération de données synthétiques en Europe. Qu'est-ce que la génération de données synthétiques? C'est la capacité d'avoir des modèles de réseaux de neurones qui comprennent les caractéristiques intrinsèques de la donnée, de manière à pouvoir régénérer une base de données qui est fiable et similaire à la base de données de départ. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Je pense que j'aurai l'occasion pendant cette table ronde de détailler un peu plus la technologie sur laquelle on travaille et au plaisir aussi de répondre à vos questions. Mais je pense que c'est justement un point intéressant. Comme je le disais, il y a eu des exemples sur des modèles d'IA avec de la génération de données. On a vu avec Pixaker sur l'imagerie, avec Atrasense aussi. Peut-être Grégoire ou toi, quel modèle ou quel type d'IA vous utilisez en fait pour vos solutions? Alors nous, on est sur de la donnée structurée, tabulaire, pour ceux qui connaissent la techno. Et notre choix de type de modèle d'IA, il est encore une fois très proche de celui de Previa. On est sur du machine learning. Pour 2 raisons. Une raison qu'on pourrait qualifier de légèreté, frugalité, mais aussi facilité à déployer, puisque nous, l'IA tourne on-premise, localement, dans l'hôpital, pas dans le cloud. Et puis la deuxième raison, qui a été évoquée aussi, c'est la capacité à pouvoir facilement expliquer et apporter de la transparence à l'utilisateur sur le résultat et sur ce qui s'est passé dans la boîte noire. C'est vraiment les 2 raisons. L'autre raison, c'est qu'on a commencé à travailler avant que ChatGPT devienne un effet de mode. Alors si je reprends la question qui est donc quel type de modèle on a travaillé, alors j'ai travaillé beaucoup sur des CNN, donc à l'époque 2019 c'était les modèles qui étaient souvent utilisés. Pourquoi? Parce que l'IA a d'abord attaqué l'imagerie. Moi j'ai participé sur de la dermatologie, de la radiologie, qui sont des secteurs qui ont été très rapidement abordés par l'intelligence artificielle. beaucoup de modèles en CNN pour faire la détection précoce de pathologies. Et aujourd'hui, sur Alia Santé, on a concentré cette expertise sur la compréhension des architectures de modèles. Pourquoi? Parce que l'ambition à la création d'Alia Santé en 2020, c'était d'accompagner et d'accélérer les biotech et les medtech à l'intégration de modèles d'intelligence artificielle dans leur existence. Et en fait, ce qu'on s'était dit initialement, et j'ai beaucoup apprécié votre conférence, votre intervention, c'est qu'on a besoin de spécialiser une entité avec des data scientists qui sont focalisés sur le marché de la santé et sur les complexités qu'il peut y avoir en santé. Et ce qu'on a pu vivre, nous, sur le marquage CE du modèle en dermatologie, on s'est dit, ça, il faut que personne le vive, parce que c'était terrible. Et ce temps perdu sur la rédaction de la documentation et autres, en fait, si on l'intègre dès la conception du modèle, on gagne un temps qui est inestimable. Et donc, sur Alia, on a cette réflexion réglementaire qu'on a intégrée au processus de création du modèle, qu'on est en train de faire certifier par le LNE. Et la grande expertise aujourd'hui d'Alia Santé, c'est les réseaux de neurones, qui sont sur les modèles de génération de données, donc sur des VAE, des modèles de diffusion. Il y a toute une panoplie aujourd'hui. On a pris l'existant sur l'état de l'art et on a développé nos propres architectures, ce qui fait qu'aujourd'hui on a à peu près une vingtaine de modèles de réseaux de neurones qui permettent de faire de la génération de données. D'accord.
Merci pour ces explications. C'est vrai qu'on reparle là de réglementation, on reparlait de validation dispositif médical. Alors c'est vrai que chez Kiomed on connaît plutôt bien ça parce qu'on est une CRO clinique, on accompagne justement les dispositifs dans ce domaine. On va essayer de rester sur une note positive sur cette fin de journée. Les choses se passent quand même plutôt bien, c'est vrai que ça peut prendre un peu de temps, ça peut être un peu compliqué. Mais si on reprend un peu la genèse de Canopy Med justement, et quand on a préparé cette table ronde, tu m'expliquais en fait que justement cette préparation, cette anticipation avait été importante. Donc raconte-nous un peu cette histoire Canopy Med, cette spin-off en fait du CHU qui est... Alors effectivement, il y a une histoire et il y a un lien avec le CHU de Montpellier depuis le début, puisque le point de départ, c'est des travaux de recherche sur les parcours de soins des patients qui ont des maladies chroniques et ce constat qu'une petite population de patients viennent très souvent à l'hôpital, parfois plusieurs fois par an, et des discussions avec les cardiologues notamment, qui nous disent, nous, on a dans une année, on voit plusieurs centaines de patients, et c'est paradoxalement pour eux, qui sont, je dirais, en face du patient, c'est pas si facile que ça de les classer dans deux catégories, c'est-à-dire est-ce que le patient que j'ai devant moi risque de revenir me voir dans 2 mois, dans 3 mois, ou est-ce qu'il risque plutôt de ne pas revenir me voir, d'être, on va dire, contrôlé à domicile chez lui. Et pour répondre à cette question, il faut analyser jusqu'à 2, 3, parfois 5 ans d'historique de données du patient dans son dossier médical hospitalier. Et ça, clairement, c'est en théorie faisable par le médecin à son bureau en allant éplucher tout le dossier médical, mais on voit bien que ce n'est pas trop scalable comme on dit maintenant. Et donc le point de départ de Canopy Med, c'est ça. C'est finalement développer un outil qui ne va pas faire un diagnostic à la place du médecin, pas du tout, mais qui va classer le patient dans différentes catégories et en fonction de la catégorie, proposer des optimisations du parcours de soins, notamment une stratégie pour la prise en charge du patient quand il sera retourné à domicile après son hospitalisation. Et donc pour faire tout ça, et donc c'est pour ça que Canopy Med est une spin-off du CHU techniquement. Pour développer cet outil et pour, je dirais, le valider, l'impératif, c'était de pouvoir travailler sur des vraies données médicales. Il n'y a aucun dataset en open source qui comprend l'univers de données dont nous, on avait besoin. Il y a beaucoup de datasets qui sont très ciblés, on l'a dit tout à l'heure, sur la réanimation, sur l'imagerie, mais des datasets qui englobent tout le parcours de soins du patient, ça n'existe pas en fait. Donc la seule option pour nous, c'était de travailler avec des données d'un CHU, en l'occurrence celui de Montpellier. Et juste, je ne vais pas trop passer de temps là-dessus, mais je pense que l'anticipation, finalement, en fait, l'obligation de développer et de valider ces outils sur des vraies données, ça veut simplement dire qu'il faut, dès qu'on a l'idée, dès qu'on a, je dirais, la conception du projet, du produit, il faut penser de partenariat. Il faut faire un partenariat, il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui, en tout cas en France, avec un ou plusieurs hôpitaux, pour accéder à des données, mais aussi pour commencer à anticiper ce qui a été présenté par Intrasense, les enjeux de déploiement, d'interopérabilité, de cybersécurité, etc. Si on découvre ces enjeux tardivement, c'est complexe. Donc on a intérêt à anticiper, et le partenariat, c'est la meilleure forme pour faire ça. D'accord. Et du coup, toi, Sylvain, tu nous as expliqué que tu fais donc différents types de modèles pour différentes sociétés. Comment vous les entraînez sur quel type de données? Quelle est votre problématique ou quel enjeu vous avez autour de ces entraînements et de ces sets de données? Vaste question, je dirais. Il y a une problématique qu'on a ressentie au démarrage. Sur la R&D, on a eu des problématiques. Parce qu'au final, quand on a une équipe de data scientists qui lance des entraînements de modèles toute la journée, ça consomme énormément. Donc nous, le cloud, c'était pas possible. On ne pouvait pas être dépendant d'un AWS. On avait déjà vu sur le projet Bell que ça pouvait grimper en flèche très rapidement, en fait, les coûts des entraînements des modèles. Donc nous, on a fait un choix qui était d'investir, en fait, dans des serveurs, d'investir dans des GPU. Donc on s'est équipé au plus grand bonheur des data scientists qui peuvent aujourd'hui lancer des modèles. Et donc sur la R&D, il y avait cette première limite qui était que on était freiné dans notre recherche parce qu'on n'avait pas assez de puissance de calcul. Donc ça a mis du temps, mais on a internalisé les puissances de calcul. On peut maintenant tout faire en local chez nous.
au niveau R&D. Et après, quand on passe en prod, c'est d'autres problématiques que vous avez mentionnées tout à l'heure et c'était très intéressant. Du coup, j'ai perdu le fil de la question. Le fil, c'était surtout en fait pour ces entraînements. En fait, est-ce que tu as besoin d'accéder à de la donnée, on va dire, pour faire tourner et entraîner tes modèles? Et quelles difficultés tu peux avoir à accéder à ces données? Ouais. En fait, ça c'est fondamentalement la raison historique pour laquelle on s'est positionné sur la génération de données synthétiques. Donc, je vous l'ai dit, on a été créé en 2020. Pendant 2 ans, on accompagne les biotech et medtech à concevoir leur modèle d'intelligence artificielle. Et puis là, on s'aperçoit que en fait, 80% des projets pour lesquels on nous sollicite ne débouchent pas sur une solution. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, il n'y a pas d'accès à la donnée. Et tu le mentionnais, l'importance de mettre en place un partenariat. C'est primordial en santé. Avoir la présence d'instituts de recherche ou de chercheurs ou de professionnels de santé, c'est primordial. D'une part pour avoir accès à la donnée, d'autre part pour une deuxième problématique qui va être la qualité des données. On n'entraîne pas un modèle d'intelligence artificielle sur des bases de données qui n'ont pas été annotées ou qualifiées ou revues. Et c'est très bien que l'IA-Act aussi le détermine aujourd'hui dans ses écrits. Il faut une validation humaine, il faut une expertise humaine adossée à une base de données. Et donc, on a commencé à regarder, est-ce que c'était une problématique qui était que française, parce que ça arrive qu'on ait des problématiques que par rapport à nos systèmes de fonctionnement. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à l'échelle mondiale, c'est 85% des projets d'intelligence artificielle qui n'aboutissent pas pour des raisons d'accès à la donnée. Donc quand on a compris ça, on s'est dit, bon, il faut qu'on y remédie. Et donc la solution, c'est laquelle? La solution, c'est des modèles de génération de données parce que ça permet de libérer le potentiel des données. Ouais. C'est vrai que cet accès à la donnée, elle est quand même aussi contrainte par la réglementation, par les problématiques en tant que citoyen que nos données soient aussi protégées, entre l'anonymisation, vous avez utilisé le terme de pseudonymisation aussi, et donc je pense que c'est une bonne chose, mais c'est vrai que ça peut ralentir l'innovation. Quand on est justement sur ces partenariats avec un CHU, la contractualisation, alors là, c'est vrai que c'est une spin-off, c'est peut-être un petit peu différent, tu vas parler plutôt de ton cas, mais est-ce que c'est quelque chose qui est finalement assez naturel pour un hôpital que d'aller vers une structuration alors privée ou création d'une structuration pour améliorer finalement son quotidien? Alors, naturel, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que de plus en plus d'hôpitaux se positionnent sur l'innovation, notamment l'innovation sortante. Je ne sais pas si Christophe est encore dans la salle, non, il n'est plus là, mais Christophe Bonnel qui est responsable de l'extracteur d'innovation du CHU, donc c'est ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire on avait une idée à l'intérieur et pour aboutir il fallait créer une structure privée, simplement parce qu'un CHU n'est pas fait intrinsèquement pour développer un logiciel, un DM, le mettre sur le marché. Donc il y a on était nous la première entreprise passée par ce processus d'extracteur d'innovation. Maintenant c'est beaucoup plus répandu quand même, je pense. Et après, il y a le sujet un peu connexe, mais qui est important aussi, qui est comment se comporte, comment réagit un hôpital, ou d'ailleurs aussi un groupe de cliniques, face à une start-up ou une entreprise qui lui dit « moi, j'aimerais bien développer ou tester ou valider une IA sur vos données ». Là, c'était l'idée du partenariat, c'est-à-dire que nous, en pratique, on est allé avec le CHU chercher des financements, et donc le CHU a eu un financement, nous, on a eu un financement, et on a aussi mis en place un partage de pays, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'API qui est partagée avec le CHU de Montpellier. Alors, pour être tout à fait franc, ça c'est pas lié uniquement au fait qu'on ait entraîné notre IA sur des données du CHU, c'est aussi lié au fait qu'on ait une spin-off du CHU. Donc, et je ne saurais pas démêler le fil de ce qui s'est passé, mais en tout cas c'est comme ça, et d'ailleurs c'est plutôt bien en termes de crédibilité. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je ne veux pas m'engager pour tous les CHU de France, mais on peut frapper à la porte d'un CHU, si on identifie la bonne porte, ce qui n'est pas très simple parfois, et dire voilà, moi je vous amène un financement, soit directement, soit via une subvention partenariale. L'objectif c'est d'entraîner un algo sur vos données, avec quand même un point important, c'est que nous, à aucun moment, on a sorti la donnée du CHU. Ça a été précisé aussi tout à l'heure.
Nous, on a apporté notre data scientist à l'intérieur du CHU. Donc c'est une petite nuance, mais qui a quand même son importance. Il y a plus que son importance, et je pense qu'en effet, c'est une approche qui est très maligne, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de réticence sur justement cette sortie. Vous parliez d'AWS, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui des hôpitaux qui sont allergiques, alors que c'est un HDS, etc., et que c'est parfois compliqué. Et juste, on a fait ça aussi parce que nous, notre modèle final de déploiement, c'est on-premise. Donc de toute façon, la logique, c'est que notre IA va tourner localement. Donc on s'est dit, autant l'entraîner déjà localement. Non, mais c'est une bonne chose. Et c'est vrai que tu as utilisé un terme qui est revenu un petit peu aussi tout à l'heure avec l'IA Act, parce qu'on voit que les réglementations sont en train d'évoluer. Peut-être pas aussi vite que l'IA, mais en tout cas, elles essayent. L'IA Act, pour un projet comme CanopyMed, ça veut dire quoi? Est-ce que c'était prévu ou non? C'est une nouvelle tuile et on repart à zéro? Alors, ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que c'était pas prévu quand on a créé la boîte il y a quelques années. C'était un peu dans les tuyaux, mais on n'en parlait pas trop. Aujourd'hui, c'est une réalité, mais c'est pas encore vraiment transcrit en droit français et en obligation réglementaire pour nous. Mais on l'a quand même anticipé. Alors, on l'a anticipé de façon très pragmatique, c'est-à-dire que il y a 2 ans, il y a une boîte, d'ailleurs, une association à Paris qui s'appelait Ethikia, et qui a été la première structure à l'échelle nationale à travailler sur ce sujet de la garantie humaine ou de la supervision humaine appliquée à la santé. Pardon. Et donc, on a travaillé avec eux sur des premiers projets de pré-labellisation. Donc, en fait, nous, on l'a anticipé de cette façon. Est-ce que c'est un obstacle supplémentaire? Oui, clairement. Mais est-ce que c'est aussi une barrière à l'entrée pour des concurrents? Oui, ça c'est sûr. Et le point que moi je trouve très positif, c'est que c'est aussi un élément de confiance. Quand on discute avec notamment les sociétés savantes à l'échelle nationale, et qu'on leur dit qu'on est dans cette démarche et qu'on va aussi faire appel à eux pour peut-être participer à un collège de garantie humaine, évidemment, c'est un élément de confiance supplémentaire. Voilà. Mais ça complique quand même l'arrivée sur le marché. Et pour toi, Sylvain, du coup, l'IA Act, qu'est-ce que ça veut dire? Opportunité? Pour nous, c'est un fondement. Un fondement qui est nécessaire parce que ce qu'on a pu voir au fil des ans sur le type d'IA qui était commercialisé ou implémenté, c'était qu'il n'y avait aucune classification du niveau de risque, par exemple, ce qui n'est pas possible en santé. Et donc, pour nous, ça a été plutôt une reconnaissance des méthodologies qu'on a essayé de mettre en place. Et finalement, on est très heureux qu'il y ait l'IA Act parce qu'on se dit que ça nous donne la possibilité, en fait, d'avoir un élément différenciant par rapport à des modèles d'IA qui sont aux États-Unis ou qui sont en Chine. Sur lesquels on n'aura pas forcément les performances similaires, mais au moins on aura une classification du risque, on aura un regard éthique sur l'utilisation du modèle, l'entraînement du modèle et donc l'intégration du modèle. Et pour nous, il est très important, et je l'ai déjà dit, de pouvoir entraîner des modèles que sur des bases de données qui sont qualifiées. Et donc l'IA Act a amené cette brique de validation humaine de la base de données que nous faisions déjà, mais ça a validé finalement notre méthodologie. Et pour nous, ça a été un fondement, une reconnaissance, parce que ça nous a permis de continuer et d'être motivés à avoir cette vision, donc on était sur la donnée réelle, là, avoir cette vision sur la donnée synthétique. Et de se dire, ok, maintenant, on sait comment on fonctionne avec la donnée réelle, quel protocole on va mettre en place pour venir valider une donnée synthétique et s'assurer que la fiabilité est optimale par rapport à une donnée réelle et qu'on n'est pas en train de biaiser des futurs modèles en faisant de la génération de données synthétiques. Donc c'est un fondement qui permet à tout éditeur de modèles d'intelligence artificielle d'avoir des guidelines et pour moi c'est très important. D'accord. Est-ce que tu peux un peu préciser ce que c'est que cette donnée synthétique? Je ne sais pas si tout le monde est très au courant. C'est vrai que parfois ça peut faire un peu fantasmer de voir des patients virtuels ou des cohortes virtuelles, ce genre de choses. De quoi on parle quand on parle ou de jumeaux numériques même aujourd'hui? C'est un terme qui est quand même pas mal utilisé. De quoi on parle quand on parle de données synthétiques?
Ah, alors, je vais briser quelque chose tout de suite. Et ça ne permet pas de faire des jumeaux numériques. On a eu cet espoir. Mais non, il y a une complexité sur le jumeau numérique que la génération de données synthétiques ne permet pas encore de résoudre. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de simplifier. Pour ne pas perdre votre attention, on a un client qui arrive avec une base de données réelle. Très souvent, il va avoir la difficulté de se dire que c'est pas assez pour entraîner un modèle, ou j'ai pas suffisamment de données pour avoir des performances qui sont correctes, ou ma base de données elle est pas anonymisée et donc je peux pas forcément l'utiliser pour entraîner le modèle. Et donc je suis bloqué dans mon projet. Et donc la génération de données synthétiques, elle vient de réseaux de neurones qui comprennent les caractéristiques de la base de données dans son entièreté, et j'insiste, dans son entièreté, et qui est capable de recréer une nouvelle donnée qui est contenue dans un espace latent. Pardon, j'essaye de ne pas trop mettre de termes techniques, mais qui est contenue dans un espace où cet espace, en fait, c'est une représentation de la réalité. Donc on ne crée jamais une donnée qui est en dehors de ce contexte-là. Et à l'intérieur de cet espace-là, il y a une multitude de données, et cette multitude de données, ça correspond à des cas réels qu'on n'a pas encore rencontrés. Et donc la génération de données synthétiques, c'est utiliser le modèle pour émettre ces cas-là et pouvoir créer une base de données synthétique qui peut être utilisée pour anonymiser, pour entraîner et accélérer l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle. Et un sujet qui est beaucoup discuté et sur lequel on a notre propre vision, c'est l'utilisation des données synthétiques, on parle plutôt de données virtuelles, dans le cadre des études cliniques, soit pour accélérer, soit pour dérisquer. Et là-dessus, on a notre propre vision qu'on présentera dans les prochains mois au travers de publications scientifiques. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des réglementations spécifiques à ces données synthétiques? Alors aujourd'hui, sur la partie réglementaire, sur la donnée synthétique, on est encore un peu trop en avance. Donc il n'y a pas forcément de positionnement réglementaire très clair par les instances. Par contre, il y a des échanges, des discussions. De notre côté, c'est avec le LNE, et le LNE est très en lien avec le GMED. Donc on a des bons espoirs d'avancement. Mais en fait, avant d'aller réglementer, il faut vraiment comprendre comment ça fonctionne, quelles sont les limites, comment on contrôle. Et toutes ces questions-là, en fait, il faut qu'il y ait une recherche scientifique avant de pouvoir les aborder. Parce que sinon, si on place trop tôt la réglementaire, ça devient bloquant pour nous. Donc la réflexion, on l'a en interne, et en fait on est parti de ce principe fondamental en se disant mais en fait il faut qu'on soit capable de qualifier la donnée synthétique, de voir sa représentativité vis-à-vis de la donnée réelle. Et donc on a mis en place un rapport de qualité qui est généré automatiquement, qui s'appuie sur des statistiques, donc qui est pragmatique et qui permet de vérifier plusieurs paramètres dont la fiabilité, l'anonymisation et les méthodes de valorisation de cette donnée synthétique. Et ensuite, on passe sur une validation humaine où là, on fait appel à des professionnels de santé qui sont experts des données qu'on étudie et on leur demande d'intervenir. Alors, il y a plusieurs protocoles, mais un des protocoles qu'on met souvent en place, c'est on mélange données réelles et données synthétiques et le professionnel de santé, il doit dire ce qui est vrai, ce qui est faux. Et dans les études et les protocoles qu'on a pour l'instant mis en place, ils n'arrivent pas à faire la différence. Donc ce que je comprends, c'est que ça vient en fait renforcer des données réelles qui seraient insuffisantes. Dans ton cas, toi Grégoire, donc une fois que tu as validé le fait d'accéder à les données, en général les hôpitaux ont beaucoup de données, mais sur la préparation, tu me disais que parfois il y avait aussi des données qui n'étaient finalement pas accessibles. Alors, nous, il se trouve qu'à l'époque où on a fait cette première étape de développement-validation, on ne parlait pas de données synthétiques, en tout cas pas en dehors du monde de la recherche. Donc la question ne s'est pas posée. Si on devait faire maintenant cette première étape, je pense qu'on pourrait envisager plusieurs choses. On pourrait se dire, effectivement, on va travailler sur des données réelles, mais on va augmenter le nombre de patients, ou le nombre de données, disons, par ces méthodes de génération de données. On aurait pu aussi faire quelque chose d'autre, c'est se dire, on va essayer volontairement de créer des données qui seraient un petit peu différentes pour simuler des patients qui ne sont pas vus en CHU, mais qui sont vus dans des cliniques ou dans des hôpitaux publics qui ne sont pas des CHU, typiquement. Mais même aujourd'hui, on n'est pas tout à fait mature sur ces approches. Par contre,
Dans notre roadmap de développement clinique, d'évaluation clinique, on prévoit nous de faire un essai contrôlé randomisé. Et c'est une question qu'on se pose aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce qu'on va inclure, pour être tout à fait pragmatique, 700 patients dans cet essai clinique, 700 patients réels, faire l'essai, point final, ce qui est attendu aujourd'hui par les instances nationales européennes, ou est-ce qu'on va inclure peut-être 70, 100, 200 patients réels et puis générer le complément en patients virtuels. Évidemment, c'est très alléchant pour nous, parce que si on inclut 3 fois moins de patients, au doigt mouillé, ça coûte 3 fois moins cher et ça dure 3 fois moins longtemps. C'est pas tout à fait vrai, mais on peut quand même avoir cette approximation. Donc il y a un gain potentiel, mais il y a aussi un risque potentiel. C'est que va dire la HAS, que va dire l'ACNEDIMS, qui se prononce sur un remboursement, face à ces résultats d'essais cliniques qui comportent des patients synthétiques. Voilà, c'est des questions très pragmatiques. Je pense aujourd'hui, mais tu as peut-être plus de recul que moi, qu'on n'a pas de réponse très tranchée des instances, sauf aux États-Unis, où la FDA a clairement dit aujourd'hui, si vous nous apportez des résultats d'essais cliniques avec une partie de patients qui sont synthétiques, c'est OK pour nous. Alors j'imagine, c'est OK, sous réserve qu'on n'ait pas fait n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est possible et c'est écrit. Aujourd'hui en France, ce n'est pas le cas, mais ça va peut-être évoluer. Donc je dirais que pour nous, on se pose la question vraiment, mais on n'a pas encore décidé. Justement, Sylvain, sur on va dire ce gap ou cette différence entre les US, parce qu'on voit aussi des excès parfois aux US. En fait, le gap, il vient pour moi d'une communication plus simple avec des instances réglementaires. Par exemple, vous parliez du GMED, le BSA, il permet de contacter facilement la FDA. Et en fait, la FDA a des protocoles pour les solliciter quand on a un nouveau dispositif, des nouveaux. Et en fait, ça permet de discuter avec des experts qui vont revoir nos travaux et qui vont dire là, comment vous êtes sûr de cette fiabilité à ce niveau-là. Et en fait, ils vont revoir toute notre méthodologie et tous nos protocoles. Et donc, c'est pour ça que de notre côté, on a passé du temps à justement identifier tous les risques qui pouvaient se positionner sur les protocoles. Et pour nous, ce qui va faire avancer le côté réglementaire en France, c'est la publication scientifique. C'est au vu des résultats qu'on a obtenus cette année sur la génération de données synthétiques, au vu des risques et des limites qu'on a pu déceler, on sait cadrer. Donc ça veut dire qu'au niveau réglementaire, on saura guider pour pouvoir avoir un cadre juridique et réglementaire à mettre en place. Donc là-dessus, on a des bons espoirs. D'accord. Et comme le temps file, si vous aviez chacun d'entre vous 2 choses pour l'auditoire, en fait, ce qui devrait retenir de vos expériences pour les aider dans ces nouveaux challenges avec l'IA, qu'est-ce que vous aimeriez leur faire passer comme idée principale? Moi, je répète mon idée vraiment du partenariat. Alors, je dis ça parce que je suis moi-même une passerelle entre une start-up et un CHU, mais je pense que fondamentalement, pas grand-chose ne peut se faire sans ce type de partenariat, à un moment ou à un autre, et plus on le fait rapidement, mieux c'est. Donc ça, c'est mon premier point. Et mon deuxième point, on a parlé réglementaire, on aurait pu parler aussi qualité, SMQ, etc. Et on a parlé AI Act. Je pense que ça, effectivement, c'est vu comme des barrières, mais il faut se dire qu'à la fin, c'est des éléments qui vont renforcer la confiance dans l'outil que vous développez de la part des utilisateurs. Et on sait qu'aujourd'hui, le sujet de l'IA dans le monde, si on généralise un peu, c'est qu'il y a plein de trucs qui se développent, mais que les applications qui passent à l'échelle sont encore rares. Et c'est entre autres pour des sujets de confiance. Donc je pense qu'il faut y aller, quoi. Merci. De mon côté, je vais reprendre 2 notions qui sont très importantes et qui sont fondatrices chez Alia Santé. C'est l'interdisciplinarité et ça revient sur ce que tu viens de dire sur le partenariat. En fait, en santé, plus qu'ailleurs, j'ai l'impression, après je connais moins les autres domaines, il y a besoin d'avoir cette interdisciplinarité. Il y a besoin d'avoir une discussion entre un data scientist et un professionnel de santé. Pourquoi? Parce que le professionnel de santé, c'est pour nous le seul et unique qui est capable de comprendre le problème et qui est capable aussi de comprendre comment la solution doit être designée pour être réellement utilisée. On parle énormément des modèles qui sont restés côté recherche, mais c'est parce qu'il n'y a pas eu de réflexion sur l'intégration dans l'existant. Et un professionnel de santé qui utilise une multitude de logiciels, si on lui demande 1 heure pour apprendre à comprendre comment fonctionne un logiciel, ou alors on fait transiter une information d'un logiciel à un autre, c'est niette.
il ne va pas l'utiliser. Donc il faut qu'il y ait une vraie réflexion sur l'intégration, et pour avoir cette réflexion sur l'intégration, il faut avoir l'interdisciplinarité, la présence d'acteurs qui vont apporter des compétences et des connaissances qui sont complémentaires. Et l'autre partie, c'est la recherche, du coup. C'est pour nous, en fait, un mécanisme de contrôle de ne pas aller trop vite sur l'utilisation de l'innovation. Et on en parlait aussi sur le fait qu'en santé, c'est plus long, les temps sont longs, mais que c'est un aspect sain, en fait. C'est que une innovation ne va pas arriver trop vite sur le marché et tout bouleverser, parce que en fait, il y a déjà de l'existant, il y a déjà un fonctionnement, et c'est de la santé, c'est la santé humaine, c'est vous et moi, c'est notre santé, et on ne veut pas que ça soit bouleversé, on veut que les choses soient faites de manière réfléchie. Et c'est pour ça qu'il y a une certaine utilité au temps, et le temps efface les innovations qui sont superflues et ne conserve que celles qui ont une vraie valeur ajoutée dans le domaine, et c'est important en santé. C'était Grégoire Mercier du coup et Sylvain Damas. Merci beaucoup.